Alors Carl Strenger, vous avez créé un concept qui est également le titre de votre livre, le mépris civilisé. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un outil, un outil culturel et civilisatoire. Et j'ai écrit ce livre parce que j'ai été et je suis préoccupé par deux grandes questions. L'une est que notre culture, surtout la gauche, est devenue un peu incapable de vraiment défendre nos valeurs de fond, surtout notre liberté, la liberté de la pensée, la liberté de l'expression et la liberté de critiquer quoi que ce soit. Les idées de fond des Lumières. C'est une culture où les gens sont un peu peureux, ils ont peur du débat, ils ont peur de la confrontation, et cela a des conséquences. Et là, j'arrive au deuxième point. Le deuxième point est que, vous voyez, l'Europe, spécifiquement, et l'Occident, mais surtout l'Europe au moment, est dans un test de stress. Il y a un nombre de crises en même temps qui se déroulent. Crise financière, crise de la cohérence de l'Union européenne, crise des réfugiés. Et ce qui se passe, c'est quand il y a des crises, ce que nous savons de la recherche et de l'histoire, quand les gens sont confus, ils commencent à aller à droite. Et bien l'Europe, à la droite extrême, c'est quelque chose que nous connaissons très bien. C'était la grande tragédie et la grande catastrophe de la première partie du XXe siècle en Europe. Alors ce que je voulais faire, c'est de donner à une gauche qui est devenue timide, qui ne sait pas se battre, des outils conceptuels et des idées pour être combative, clairvoyante, pour exactement éviter ce mouvement à la droite extrême dont nous sommes témoins maintenant en Pologne, en Hongrie. Je ne dois pas vous raconter ce qui se passe en France, mon pays natal, la Suisse, dont normalement je suis très fier de sa culture politique, va de plus en plus à droite. Et c'est ça mes deux grandes motivations pour créer ce concept du mépris civilisé. Alors vous datez l'émergence de ce politiquement correct de 1945. Pour quelles raisons selon vous? Dans le 19e siècle, l'Occident domine plus de 3/4 du globe. Et il est aussi emparé d'un complexe de supériorité, en partie vraiment plutôt dégoûtant. Regardant les autres races, les autres peuples, les autres cultures, vraiment comme les primitifs qu'il faut aussi bien on peut les dominer et puis il faut leur apprendre tout. 1945, les grands empires n'existent plus. L'Europe est après deux guerres mondiales atroces. Et puis l'Occident se regarde et se dit, eh ben, non seulement nous ne sommes pas supérieurs, nous avons une histoire assez complexe et assez tragique et en partie vraiment catastrophique. Et je pense qu'il y avait vraiment une grande importance à faire une réflexion, à se demander quoi dans notre héritage et dans nos idées nous a mené à la catastrophe et qu'est-ce qu'il faut préserver. Et puis ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait le communisme qui était fier de ne pas avoir participé avec entre autres, ne pas avoir collaboré avec le fascisme, ce qui est resté, c'est que la critique, que l'idée que l'Occident est la source de tout le mal dans le monde. Et il y a eu, comme vous savez très bien, c'était comme Raymond Aron l'a dit de façon très très lucide, le marxisme est devenu l'opium des intellectuels,
Mais lentement, lentement, ils ont commencé à comprendre que l'Union soviétique n'est pas le paradis qu'on avait espéré qu'il était, au moins les gens de gauche. Et ce qui est resté, c'est l'autocritique de l'Occident, avec le principe, il est défendu de critiquer quoi que ce soit autre que l'Occident, tandis que l'autoflagellation est légitime, moderne, hip, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ici à Paris, à propos, que je pense là, cette tendance dans les années 60 est arrivée à, je dirais, à ces extrêmes. Et là, je pense que ce qui a commencé comme une autocritique importante est devenu une maladie auto-immune de l'Occident. C'est-à-dire, je pense que, spécialement dans les Lumières, l'Occident a développé beaucoup d'idées très très importantes et on a commencé à perdre le contact avec ces idées et avec l'idée qu'on peut les défendre. Vous venez de parler de l'esprit des Lumières et notamment de ce principe de tolérance qui est si cher aux Lumières. Et vous dites que ce principe de tolérance a atteint ses limites, notamment en ce qui concerne les religions, notamment les 3 religions monothéistes abrahamiques. Pour quelles raisons, selon vous? D'abord, il est important de dire que ce n'est pas du tout seulement les religions qui sont en conflit avec ce principe. Si vous parlez à M. Vladimir Poutine ou à la junta du Corée du Nord ou quelques autres systèmes totalitaires, ce n'est pas exactement des systèmes religieux. Mais dans les dernières décennies, je pense que les grands conflits vraiment ont été entre l'idée des Lumières et la religion. Normalement, aujourd'hui, le focus est sur l'islam, parce que l'islam est dans un conflit très profond avec l'Occident, mais ce n'est certainement pas le seul. L'idée de fond de la tolérance d'un côté et de la critique de l'autre côté de les Lumières est qu'il n'y a rien qui est au-dessus de la critique. La critique peut être sérieuse, philosophique, intellectuelle, elle peut être satirique, comédienne, et de se moquer de façon plus légère. Mais l'idée était que nous avons le droit de nous moquer ou de critiquer tout. Comme vous savez bien, à propos de M. Poutine, il ne réagit pas très très bien quand on le critique, il vous met en prison. Mais ce qui est pire, c'est qu'à l'Arabie Saoudite, les gens sont exécutés pour la blasphémie. À l'Iran, ils sont pendus pour l'homosexualité. C'est pas seulement ça, vous savez qu'il y a des persécutions des musulmans en Inde ou par des hindouistes, au Myanmar par des bouddhistes. La raison pour laquelle je me concentre sur les 3 religions abrahamiques monothéistes, c'est premièrement que je les connais mieux, et à part ça que la plupart des conflits qui se passent maintenant et qui sont discutés sont dans ce contexte-là. Alors vous dites effectivement qu'elles n'ont pas toutes opéré, entre autres, ce processus de démythification. Qu'est-ce que vous entendez par là? Pas tous. Il y en a qui l'ont fait. Vous voyez, je pense que le processus de l'âge des Lumières est venu ensemble avec ce miracle presque de l'histoire humaine, la révolution scientifique, pendant laquelle nous avons vraiment commencé à comprendre la nature d'une façon, d'une profondeur et d'une efficacité qui n'a jamais existé avant. C'est-à-dire que le monopole des religions pour la cosmologie, pour nous dire qui nous sommes comme êtres humains, quel est l'ordre de la nature, a été brisé. Maintenant, il y a des religions qui sont pas mal arrangées avec ça. Le protestantisme, je pense, a bien géré le contact avec la science.
Dans le judaïsme, les réformes se sont très bien arrangées avec ça. Je pense qu'il y a quand même aussi dans le catholicisme un nombre de grands penseurs qui ont offert des synthèses très intéressantes. Ça existe aussi dans l'islam, mais dans toutes les trois religions, vous avez des fondamentalistes qui disent c'est nous qui avons nos scriptures, notre vérité, elle est absolue, et il est défendu de penser différemment. La théorie de l'évolution, c'est une abomination, c'est la blasphémie. Il faut enseigner le créationnisme, ou la meilleure chose est que les enfants ne sachent même pas des grandes théories que nous avons sur la nature, sur la biologie, sur le cosmos, sur la nature humaine. Et là, ça c'est plus ou moins la définition du fondamentalisme moderne, d'essayer d'immuniser un système de croyance du savoir qui s'est développé dans les derniers siècles et qui commence à se développer et continue à se développer constamment. Là, vraiment, nous avons un conflit qui est difficile à gérer et qui crée en partie des tragédies assez grandes. Elles n'ont pas toutes passé le test du médecin, comme vous l'appelez alors. Non, pas du tout. Quand le cardinal Trujillo dit non, les préservatifs ne protègent pas contre le sida parce que le virus est trop petit, tandis que la recherche montre clairement que 99,9% des infections ne se passent pas si on emploie un préservatif. Et il dit ça dans le contexte dans l'Afrique de l'Est et de l'Ouest où il y avait des épidémies atroces du sida. Alors c'est là, vraiment, à propos, c'est là où le mépris civilisé est absolument important et nécessaire. Pour terminer, j'aimerais que l'on revienne à l'actualité, et notamment à ce qui s'est passé en France en 2015 avec ces attentats. Comment nous, en tant que citoyens, on peut exercer ce mépris civilisé? Est-ce que vous avez des conseils concrets à nous donner? La première chose est ne laissez personne vous bloquer dans votre pensée libre. Ne vous laissez pas manipuler, parce que normalement, la peur et le terrorisme, le fondement du terrorisme, c'est la terreur. Le terrorisme gagne du moment que nous ne pensons plus clairement. Et quand Madame Le Pen, 2 heures après la tragédie de Charlie Hebdo, se met devant les caméras et dit « Ah, il faut réintroduire la peine de mort pour les terroristes », quand elle sait très bien que c'est des terroristes qui sont suicidaires, c'est-à-dire que c'est la seule chose qui ne va vraiment pas les prévenir à faire ce qu'ils font. C'est la manipulation dans laquelle nous perdons notre maturité, notre capacité d'employer notre raison et de rester des adultes qui voient la complexité et qui ne laissent pas manipuler, ni par les terroristes, ni par ceux qui essayent d'avoir des gains politiques de ces tragédies. Alors, ce qu'il faut faire, c'est continuer à penser, continuer à résister à ces pressions et de savoir que la liberté, c'est pas quelque chose qui est là pour le consommer. Il faut le travailler et il faut la défendre.